Eh bien, bonsoir et merci à tous d'être parmi nous pour, ce troisième débat de la saison 2011-2012 autour d'un micro avec Joël Collado. C'est déjà la 6e saison. Je vous rappelle que cette soirée est organisée par la Société météorologique de France, qui va bientôt changer de nom, qui est une association rassemblant les passionnés de météo, aussi bien professionnels qu'amateurs, les étudiants, etc. Vous pourrez trouver plus d'infos sur le site internet de la Cité de l'Espace, cité-espace.com, et également de la SMF, www.smf.asso.fr. Nous remercions également la participation de Météo France. Le débat de ce soir sera retransmis quasiment en direct sur enjoyspace.com. Nous saluons donc tous les internautes qui vont se connecter d'ici ou d'ailleurs. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet passionnant et très original sur le transport de la neige par Vincent Vionnet. Mais avant d'y aller tout chousse, je passe la parole à Joël Collado pour vous présenter la météo de demain. Oui, merci Guy, bonsoir. Alors je suis un peu enrhumé, j'espère que ma voix n'est pas trop déformée. Alors c'est le transport de la neige par le vent et pas comme on m'a posé la question ce matin, c'est le transport de la neige par camion. On est bien d'accord que c'est pas tout à fait ça que va nous faire Vincent. Bon, je vais vous présenter, malheureusement en cette période d'année, on vient d'achever novembre qui est, vous l'avez vu dans les journaux, vous l'avez entendu à la radio, et qui est parmi les plus chauds depuis le début du 19e siècle. Décembre commence mal, puisqu'on est encore dans une période assez douce. Cet après-midi, il fallait monter à plus de 3000 mètres pour trouver des températures proches de 0 degré. Donc inutile de vous dire que sur la chaîne des Pyrénées, il n'y a pas beaucoup de neige, idem sur les Alpes, et que pour l'instant, on va voir ensemble un peu comment vont évoluer ces conditions météo. Et comme un petit peu comme d'habitude, je présente un peu le disque de notre planète, vu par MSG à 36 000 km d'altitude, qui permet de s'apercevoir, ça je le répète souvent, mais les habitués vont dire ça suffit, la Terre est ronde, ça on peut le voir facilement, que le soleil se lève à l'est, regardez, le soleil se lève à l'est, et que l'hémisphère nord est beaucoup moins éclairé que l'hémisphère sud. C'est donc que l'on est en train de basculer largement dans l'hiver. Et en dehors de ça, on voit s'animer l'ensemble des systèmes nuageux qui circulent dans l'hémisphère nord, au niveau de la zone équatoriale et dans l'hémisphère sud. Et on s'aperçoit que sur la partie équatoriale ici, il y a une zone très très active de cumulonimbus, qu'on appelle la ZIT, le FIT, ce que vous voulez, la zone intertropicale de convergence, et que la Guadeloupe et la Réunion sortent de 2 épisodes de forte... C'est parti ? Non, j'ai rien fait. Que l'arc antillais sort de 2 épisodes de fortes précipitations. Il y a eu beaucoup d'inondations ces derniers jours. Il est tombé entre 250 et 300 litres d'eau au mètre carré en 24 heures sur la Guadeloupe, un peu plus sur la Martinique, et les pluies vont marquer une pause demain et recommencer ce week-end. Donc on pourrait, nous, avoir la même chose. Ça serait mieux si on les avait chez nous, parce qu'on n'en a pas d'eau. Donc ça serait mieux d'avoir ça chez nous. Alors, que se passe-t-il à nos latitudes ? On voit que enfin, depuis une quinzaine de jours où on était sous des conditions anticycloniques, les perturbations ont tendance à rentrer sur le nord de la France, en tout cas de s'approcher de nos côtes, avec ici une belle ondulation au large de la Bretagne et un cut-off, une dépression qui s'est creusée ici sur les Açores. Donc voir comment ça se traduit avec des images qui sont... Voilà une image du satellite visible qui vous montre la situation ce matin à 9h, où on retrouve ce cordon nuageux qui est associé à la perturbation qui ondule sur la France, avec ici des entrées maritimes sur les régions voisines de la Méditerranée. Et à Toulouse, on peut s'apercevoir que ce matin, il y avait un ciel nuageux, couvert sur une partie de la région, et que dessous cette couche de nuages, il y avait des nuages bas qui s'étaient infiltrés de la Méditerranée, qui ont donné du brouillard sur Toulouse et sur l'est de Toulouse, côté l'Union, alors qu'à l'ouest de Toulouse, on n'avait pas un seul brouillard. On les revoit, ces brouillards ici aussi, en allant vers Agen ou en allant vers Périgueux. Et les précipitations associées à ce système perturbé, les voilà qui défilent. Alors pour l'instant, nous, on est très très loin de ce système perturbé
qui intéressait toute la partie nord de la France, hein, au nord d'une ligne La Rochelle-Nancy, hein, grosso modo, avec des précipitations dispersées sur la partie région parisienne et nord, et beaucoup plus importantes ici avec des lignes, vous voyez, des petites lignes de précipitations qui deviennent de plus en plus intenses sur le nord de la Bretagne, sur le sud de la Bretagne, le sud du Finistère. Donc des précipitations qui sont actuellement très marquées sur les régions de l'Ouest. Alors c'est associé à une ondulation de la perturbation qui est sur l'Atlantique, qui dans le courant de la nuit va se déplacer vers la Belgique. Et nous, on va récupérer demain, on le verra tout à l'heure, un pseudo-front qu'on appelle froid, qui ne va pas donner grand-chose malheureusement chez nous. On va le voir sur les images. Je voulais vous montrer, avant de passer à celle-là, c'est toujours pareil quand on fait une démo. Voilà la modélisation des précipitations vues par AROM. Alors vous avez la réalité ici, et la fiction ici. Alors, elles ne sont pas en phase, mais ce que l'on va avoir, nous, la nuit prochaine, c'est ça. Hein, ce qui s'est passé dans la journée, c'est... voilà. Ça, c'est l'animation, la prévision pour la journée et la réalité qui défile à côté. Donc il y a presque similitude hein, sur les quantités de pluie, sur le déplacement du système perturbé, avec ces particularités de précipitation en ligne qui sont beaucoup plus intenses dans le système, que l'on retrouve bien, peut-être pas au bon endroit, mais que l'on retrouve bien en tout cas dans la zone perturbée, dans la zone pluvieuse qui s'est présentée sur les côtes ouest. Petite précipitation également sur la Méditerranée, qu'on retrouve essentiellement en mer, avec très peu de pluie sur la zone côtière, et qui correspondait aux entrées maritimes qui étaient présentes ce matin sur la Méditerranée. Et les nuages bas, pour faire la comparaison avec le visible. Alors évidemment, vous allez voir que j'ai pris la même heure hein, pour que ça soit comparable et que c'est presque parfait. On retrouve la zone perturbée sur la partie ouest et la partie nord. Cette partie ici qui correspond au brouillard, qui est un peu plus importante que la réalité, mais qui existe bien. Et tout l'ensemble du système méditerranéen qu'on retrouve bien dans cette zone-là, en sachant que du côté de Saragosse, ça fait pratiquement 10 jours qu'ils sont dans le brouillard, qu'ils n'en sortent pas. Et que du côté de Milan, ben c'est pareil, hein, ces stratus qui sont là, présents, il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout, ça ne bouge pas. Donc voilà pour le temps qu'il fait. Alors, temps extrêmement doux aujourd'hui, vous l'avez constaté. Hein, que va-t-il se passer dans les jours qui viennent? D'abord, que va faire cette perturbation? On va essayer de... On va revenir... On va y arriver. Voilà, vous avez vu le début avant la fin, quoi. Voilà, c'est que j'en suis, moi. Voilà, ça c'est la prévision pour aujourd'hui. Hein. Bon, vous avez vu comment c'était sur les radars. Donc la réalité montre bien un ruban pluvieux qui est associé à un talweg avec un petit minimum qui est en train de s'isoler sur le nord du Portugal. Et cette perturbation pluvieuse est en train d'affecter aujourd'hui effectivement l'ensemble des régions voisines de la Manche. Et le modèle réagissait pour mettre un petit peu de pluie sur le Languedoc, ce qui était un peu exagéré, et un peu de pluie sur la Provence. Ça c'était la prévision pour ce soir. Voilà ce qui va se passer demain. Vous me suivez? Vous suivez bien? Paf. Vous avez vu? Le gros paquet de pluie, comment il est devenu tout petit? La perturbation est en train de se casser en deux avec le cut-off qui va se faire, qui va se diriger vers l'Espagne. Et donc, la conférence, c'est sur la neige. Et si on attend la neige pour les prochains jours, vous voyez ce qui va tomber sur les Pyrénées. Très très peu, hein, c'est en rouge, très très peu. La partie ouest essentiellement touchée avec des quantités qui sont presque négligeables. Et dans le courant de la journée de vendredi, après le passage de cette perturbation, ça réagit un petit peu en neige sur les Alpes, très très peu. Et on voit que cette perturbation est en train de plonger. Alors il va neiger beaucoup plus là, beaucoup plus au Maroc que sur les Pyrénées. C'est drôle ça quand même, hein, c'est dommage. Hein. Mais on a du mal à faire comprendre ça aux auditeurs. Hein, mais bon, voilà. Donc perturbation, donc vendredi, celle de vendredi donne pas grand-chose. Celle de samedi, on est à l'arrière. Hein, décidément. Vendredi. Samedi, il y a une autre perturbation qui se présente sur le nord avec des perturbations très creuses. Hein. Sur les îles Faroé, là, les deux dépressions qui sont passées, il y avait 941 hectopascales au centre. Il y a eu des vents qui ont soufflé à plus de 200 km/h. Et en Norvège, ça n'a pas fait la une de l'actualité, mais il y avait des vagues qui faisaient 20 mètres de haut, et il y a une équipe de télévision qui s'est fait emporter parce qu'ils voulaient faire un film à sensation.
et ils se sont fait emporter par les vagues avec des vents qui atteignaient sur la côte pas loin de 200 km/h. Donc là, ils sont dans un rail perturbé et tous les jours, il y a une dépression très très creuse qui passe sur eux et malheureusement, le courant perturbé est trop haut en latitude. Et on voit que pour la journée de samedi, on est entre deux, entre celle qui est passée vendredi et entre celle qui arrive dimanche. Et par contre, dimanche, on prend une perturbation qui a tendance à se désagréger. Voilà pour lundi. Et vous voyez que le signal de neige n'est pas très fort, on le retrouve essentiellement sur l'arc alpin. Et on a malheureusement un signal avec de la pluie, certes, mais très très peu de neige à envisager sur la partie pyrénéenne de la chaîne, quoi. Et là, on arrive à la semaine prochaine, hein, on est au mercredi prochain. On garderait un courant d'ouest. Alors la problématique de la modélisation, c'est qu'il y a un petit peu de divergence suivant les runs du modèle pour savoir si les perturbations vont aller un peu plus au sud ou passer franchement plus au nord. Donc il y a une petite hésitation sur le timing, sur l'intensité et donc forcément sur les quantités de pluie associées. Mais globalement, on n'est pas encore très très exposé à de forts épisodes pluvieux, en tout cas d'épisodes neigeux dans les jours qui viennent. Voilà, alors je vais passer la parole à Vincent Vionnet, qui est lui un jeune chercheur, alors du CNRM Toulouse ou du CNRM Grenoble, je ne sais pas, mais enfin, il travaille à Toulouse et à Grenoble. Et il va, lui, vous parler de la neige qui existe, hein, puisqu'il faut, pour qu'elle soit transportée, il faut qu'elle soit tombée. Donc de la neige, du transport de la neige par le vent. Ça y est, c'est bon ? Ça va venir. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Donc, je vous remercie de m'accueillir ici à la Cité de l'Espace pour vous parler en ce début d'hiver de neige et plus particulièrement de son transport par le vent en zone de montagne. Donc, je me présente, je m'appelle Vincent Vionnet. Comme Joël l'a dit, je suis jeune chercheur au Centre national de recherche météo ici à Toulouse, donc affilié à Météo France. Et je suis actuellement en doctorat et mon doctorat porte sur l'étude et la modélisation du transport de la neige par le vent. Alors aujourd'hui, je vais essayer de balayer ce phénomène, de vous présenter un petit peu les conséquences de ce phénomène en zone de montagne et notamment sur les avalanches. Et la présentation, j'ai essayé de synthétiser les travaux de diverses équipes, des collègues ici à Toulouse, d'autres à Grenoble au Centre d'études de la neige de Météo France, des collègues suisses à Davos également, et puis une des collaborations des collègues autrichiens. Donc on voit que tout l'arc alpin est représenté. Donc le transport de la neige par le vent est un phénomène qu'on observe régulièrement en zone de montagne. Et par exemple, si vous avez déjà levé les yeux lorsque vous étiez en station, en ski ou en ski de randonnée, vous avez pu voir que parfois les crêtes fumaient. Alors les crêtes fumaient, c'est pas de la fumée, c'est de la neige qui est transportée par le vent. Il y a de vastes panaches de neige qui peuvent être soulevés lorsque les crêtes sont balayées par des vents forts. Donc vous avez ici sur cette image un exemple, la crête des Grandes Rousses, à proximité de l'Alpe d'Huez, qui est balayée par des vents forts un matin de mars 2011, le 18 mars plus précisément. Et des panaches de neige pouvant atteindre 50 à 100 mètres vont être soulevés au-dessus de la crête des Grandes Rousses. Alors maintenant, je vous propose de baisser les yeux et de regarder ce qui se passe au niveau d'un col, un site expérimental qui est situé à proximité des Grandes Rousses, le site expérimental du col du Lac Blanc. Donc ce jour-là, le vent souffle de nord, à environ 50 km/h, et on voit un épisode de transport de neige par le vent qu'on peut qualifier d'intense. Donc la neige est transportée à proximité du sol notamment, donc on voit que des concentrations relativement élevées près du sol. La neige va se déplacer par bouffée, donc ce qu'il est intéressant de noter et de garder à l'esprit. Et si l'on baisse les yeux et que l'on regarde la surface du manteau neigeux, cette fois-ci, on remarque qu'elle semble profondément affectée par le phénomène de transport, avec la formation donc, de rides à la surface du manteau neigeux. Donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui va chercher un petit peu à éclaircir tous les phénomènes qui sont à l'œuvre lors du transport de la neige par le vent. Alors dans mon introduction, je vais commencer par essayer de répondre à la question pourquoi est-ce que les scientifiques s'intéressent à ce phénomène. Donc on verra que le transport de neige par le vent a un intérêt en zone de montagne puisqu'il a des conséquences sur le risque avalanche. Mais j'essaierai d'élargir un petit peu à d'autres surfaces, notamment les calottes polaires. Deux ingrédients pour le transport, donc le moteur à savoir le vent, et puis l'élément transporté à savoir la neige. Donc nous reviendrons sur le vent en zone de relief qui est fortement affecté par la topographie locale, et puis également la neige, ou plutôt les neiges, et comment ces différentes neiges vont réagir au transport à la sollicitation par le vent. Une fois que le transport a été déclenché, nous décrirons les mécanismes de transport et les différents modes de transport qui sont à l'œuvre, pour terminer par les conséquences pour le manteau neigeux et notamment l'augmentation du risque avalanche qui est associé aux épisodes de transport de neige par le vent.
et ce qui expliquera pourquoi Météo France a un intérêt à étudier ce phénomène et pourquoi donc on a déployé un site de haute montagne qui est dédié à l'étude du transport de neige par le vent, le site du lac Blanc que vous avez pu voir sur la vidéo. Alors commençons par nous poser la question pourquoi étudier ce phénomène. Donc le transport de la neige par le vent et tout d'abord intéresse les prévisionnistes avalanches puisqu'il est lié à une augmentation du risque d'avalanche. Alors il doit y avoir une petite... Voilà, une petite animation. Donc les prévisionnistes avalanches sont intéressés par le phénomène de transport de neige par le vent, puisque en effet la neige va être redistribuée d'un versant de montagne à l'autre. D'un côté du versant, la neige va être érodée, de l'autre côté, elle va s'accumuler. Or, ces accumulations vont pouvoir rompre, soit sous l'effet de leur propre poids, soit au moment du passage d'un skieur qui va solliciter le manteau neigeux. Cette sollicitation peut déclencher une avalanche avec des conséquences potentiellement dramatiques, comme on peut le voir ici. Le transport de la neige par le vent au niveau des crêtes est également associé à la formation de corniches, comme on peut le voir sur l'image en bas à gauche, et ces corniches sont également susceptibles de s'effondrer et de mettre en mouvement la neige qui est accumulée au niveau du versant sous le vent. Nous reviendrons sur ce phénomène, bien entendu. Mais le transport de la neige par le vent n'intéresse pas seulement les personnes de Météo France, ou plutôt les prévisionnistes avalanches. Elle intéresse également les gestionnaires du réseau routier, par exemple. En effet, le transport de la neige par le vent va s'accompagner d'une diminution de la visibilité. On peut par exemple penser aux blizzards qui balayent parfois les autoroutes dans le nord de l'Amérique et qui vont générer des conséquences potentiellement dramatiques en termes de carambolage par exemple. En France, le transport de la neige par le vent sur le réseau routier génère souvent des formations de congères. Alors ici, mon exemple est mal choisi, il n'est pas en France, il est en Norvège, au Spitsberg. Et l'on voit la formation de congères qui commence ici à apparaître sur la route. Donc le vent va souffler de la gauche vers la droite et on voit des petites congères qui sont en train de se former. Pour l'instant, rien de dramatique en termes d'ouverture de la route, mais dans certaines zones, par exemple la route du col du Lautaret qui va relier Grenoble à Briançon, ça peut avoir des conséquences importantes en termes de viabilité d'hiver et donc les services tels que la DDE sont intéressés pour connaître donc, les épisodes de formation de congères. Enfin, on peut changer d'échelle un petit peu et comme je vous l'ai montré, le transport de la neige par le vent va redistribuer la neige en zone de montagne. Et qui dit redistribuer va dire que la neige va pouvoir passer d'un versant d'une montagne à l'autre. Et cela va avoir des conséquences au moment du printemps lorsque la neige va fondre. Et donc le transport a un impact sur l'hydrologie des bassins versants de montagne. Et cela peut intéresser par exemple un service comme EDF qui lui doit gérer la ressource en eau au niveau de ses barrages. Et donc il y a des endroits où on aura moins de ressources disponibles et d'autres où la ressource, c'est-à-dire la neige, sera plus disponible. Mais le transport de la neige par le vent est également actif non seulement en zone de montagne mais également dans toutes les zones qui sont enneigées. Il a par exemple des conséquences sur l'impact sur la ressource en eau disponible pour les fleuves en Arctique, la Sibérie ou le Grand Nord canadien. Et si l'on change d'échelle et qu'on passe à une échelle encore plus large, le transport de neige par le vent contribue au bilan de masse des calottes, par exemple le Groenland ou l'Antarctique. Et ce bilan de masse est très important actuellement dans le cadre de l'étude de l'impact de la fonte des calottes polaires sur l'élévation du niveau général des mers. Donc voilà un petit peu pourquoi ce phénomène est étudié par la communauté scientifique et dans la présentation d'aujourd'hui, je me propose d'aborder plutôt le phénomène de transport de neige par le vent en zone de montagne. Donc 2 ingrédients pour le transport de neige par le vent, tout d'abord le vent en zone de montagne et la neige. Commençons par le vent. Donc le vent qui est responsable du transport, c'est le vent qui exerce une contrainte à la surface du manteau neigeux, c'est-à-dire près de la surface. Or en zone de montagne, le vent est fortement influencé par le relief. Le relief va modifier la direction du vent, modifier son intensité et potentiellement générer des turbulences qui vont changer l'écoulement. Donc pour définir un petit peu 2 termes qui sont importants lorsqu'on parle de transport de neige par le vent en zone de montagne, je vais définir le terme de versant au vent. Donc c'est tout simplement sur une montagne le versant qui va être exposé au vent. Ici le vent souffle de la gauche vers la droite. Le versant qui lui est protégé du vent de l'autre côté est qualifié de versant sous le vent. Donc je vais souvent utiliser ces termes, donc je préfère les définir maintenant. Donc si l'on s'intéresse maintenant à l'impact d'une crête sur le vent. Donc si vous avez été déjà randonné en montagne par exemple, vous avez souvent noté des fortes accélérations du vent au passage d'une crête. Donc là ce que je vous propose c'est de regarder une crête idéalisée, donc c'est un travail qui a été réalisé par nos collègues suisses, et donc d'étudier un petit peu l'impact de cette crête sur le champ de vent. Alors on note tout d'abord une accélération, comme je vous le disais, au niveau du sommet de la crête, par un effet assez classique qui est l'effet Venturi. On l'observe également au niveau des passages d'école. Cette accélération peut atteindre 2 fois environ la vitesse du vent, qui n'est pas perturbée, c'est-à-dire le vent qui est en amont de la crête. Il se forme également des zones de recirculation au niveau du versant sous le vent, c'est-à-dire sur cette crête celui-ci, et donc le versant sous le vent
va voir apparaître des rotors, donc associés à la turbulence. Et ces zones sont des zones qu'on pourrait qualifier de zones mortes, avec des vitesses de vent beaucoup inférieures, et qui vont avoir des conséquences en termes d'érosion et de dépôt de la neige. Alors pour illustrer ce phénomène, je vous propose de passer de la crête idéalisée à un massif de montagne. Alors j'ai pris ici l'exemple du massif des Grandes Rousses, donc toujours le massif que je vous ai montré en début de présentation. Et là, je vais vous montrer le champ de vent. Alors au lieu d'utiliser des observations, je vais vous montrer le champ de vent qui est simulé par le modèle MESO-NH, qui est un modèle de recherche qui est développé à Météo France et au laboratoire d'aérologie ici à Toulouse. Et nous allons voir le champ de vent qui est simulé par le modèle donc le 18 mars, cette fois-ci à 1h du matin, et le vent soufflait du nord. Alors voici le domaine des Grandes Rousses. Donc l'ouest du domaine se situe ici, l'est du domaine ici, le sud est là et le nord est ici. Donc le domaine va faire 16 km du sud au nord et 11,5 km de l'ouest à l'est. Le sommet du massif est environ situé à 3400 mètres d'altitude, et pour les gens qui connaissent, la station de l'Alpe d'Huez se situe ici sur le point que je désigne avec le pointeur. Alors bon, c'est pas forcément évident. Alors je vous propose un petit peu d'aller voir un petit peu comment le champ de vent le champ de vent évolue sur le massif des Grandes Rousses, donc lors de cet épisode de nord. Alors je vous rappelle que globalement, on a perdu la souris. La voilà. Je vous rappelle que le vent globalement vient du nord, donc souffle dans cette direction, et on peut regarder comment le relief va impacter le champ de vent. Donc les zones qui apparaissent sur cette image en blanc et en bleu sont associées à des vents relativement faibles, compris entre 0 et 20 km/h. Les zones en verte correspondent à des zones où le vent va être compris entre 30 et 40 km/h, et les zones en couleur chaude, de rouge à rose, correspondent à des zones plutôt de vent fort, compris entre 50 et 60 km/h. Et ce que l'on peut voir, donc comme je vous l'avais illustré tout à l'heure, on note des accélérations assez fortes au niveau de toutes les crêtes du domaine. Donc si l'on s'intéresse plus particulièrement à une crête, je vais prendre l'exemple de cette crête-là. Donc je vous rappelle que le vent vient du nord, donc cette fois on a changé de l'orientation. Donc il souffle dans cette direction. Et on remarque des augmentations relativement importantes à proximité des crêtes. Si l'on s'intéresse maintenant de l'autre côté, au versant que j'avais qualifié tout à l'heure de versant sous le vent, on va voir des diminutions assez importantes de la vitesse du vent. Par exemple ici, mais c'est le cas également ici, et sur de nombreuses pentes qui sont qualifiées de versant sous le vent. J'ai également dit tout à l'heure que la vitesse du vent est fortement influencée par la topographie locale, mais non seulement la vitesse, mais également la direction du vent. On peut donc s'intéresser à la direction du vent qui est proposée et simulée par le modèle. Donc la direction du vent, je la montre ici par des vecteurs qui vont symboliser la direction du vent. Donc on peut prendre un petit peu de hauteur et revenir au début à une vue globale. Et on voit donc que le vent, la direction, est fortement influencée par la topographie locale. Donc revenons maintenant à la crête d'intérêt tout à l'heure. Donc sur cette crête, on note bien l'accélération, mais on remarque également donc, des changements de direction, et notamment des effets de canalisation au passage d'un col. Ce col-là, où le vent est particulièrement canalisé. On a également, donc, dans la zone de recirculation, tout à l'heure, on voit bien donc, des changements de direction du vent influencés par la topographie locale. Donc il est intéressant de retenir et de garder en tête que le vent donc, en zone de montagne est fortement influencé par la topographie, et cela aura des conséquences sur l'érosion et le dépôt de la neige. Revenons à notre présentation maintenant, et intéressons-nous à l'élément qui est transporté, la neige. Alors une neige, je préfère parler plutôt des neiges. En effet, la neige va évoluer au cours de sa... Lors de la chute, la neige va s'accumuler en surface du manteau neigeux et elle va former plusieurs couches à l'intérieur du manteau neigeux. Et la neige va évoluer en fonction des conditions météorologiques. Donc lorsqu'elle tombe, elle a la forme bien connue du joli flocon de neige. Et ensuite, lorsqu'elle va s'accumuler dans les couches de neige, elle va évoluer en fonction de divers facteurs météorologiques. Donc on pourrait faire une présentation autour d'un micro avec Joël Collado, rien que sur cette image. Donc ce que j'ai envie que vous reteniez de cette image, c'est qu'on va trouver différents types de neige qui peuvent tous être exposés à la surface du manteau neigeux. Et ces différents types de neige vont se caractériser par des tailles et des formes différentes. Et ces différents cristaux vont présenter des cohésions différentes. Et c'est ces cohésions qui vont nous intéresser, puisqu'en effet, le transport de neige par le vent va être initié lorsque les forces aérodynamiques, c'est-à-dire la contrainte que va exercer le vent à la surface du manteau neigeux, sera supérieure aux forces de cohésion entre les particules de neige. Or, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on trouve différents types de grains de neige à la surface.
Et donc ces grains de neige vont présenter une cohésion variable qui va être liée à la forme et à la taille des grains, mais également à la présence éventuelle d'eau liquide. La présence d'eau liquide va générer des forces qu'on appelle des forces capillaires, qui là vont avoir tendance à empêcher tout simplement tout transport de neige par le vent. Donc le transport est initié lorsque le vent a une vitesse suffisamment forte pour briser la cohésion entre les particules, et on observe donc le transport de neige par le vent lorsque le vent atteint une vitesse seuil, qu'on appelle vitesse seuil de transport. Et cette vitesse seuil varie en fonction du type de grain de neige. Le graphique ici montre cette vitesse, essaye d'illustrer un petit peu la dépendance de cette vitesse seuil en fonction du type de grain de neige. Donc on va regarder plutôt cette courbe en bleu, et l'on voit que pour de la neige fraîche récente, donc on lit ici le seuil est aux alentours de 4 à 5 mètres par seconde, c'est-à-dire entre 15 et 20 km/h. Dès que la neige est transformée, cette vitesse seuil va varier entre 5 et 10 mètres par seconde et peut atteindre jusqu'à 12 mètres par seconde pour les neiges que l'on qualifie de neige mobilisable. Donc le transport de la neige par le vent est initié dès que le vent atteint une certaine vitesse, et cette vitesse dépend de l'état de la neige en surface. Donc supposons maintenant que le transport se déclenche et étudions les différents mécanismes de transport qui sont à l'œuvre. Alors 3 modes de transport principaux sont observés. Le premier mode, donc, c'est la reptation. Donc là, il faut imaginer que les grains de neige vont rouler à la surface du manteau neigeux. Ils ne vont pas être projetés dans l'atmosphère. Ils vont se contenter de rouler à la surface du manteau neigeux. Et ce mode de transport est relativement minoritaire en termes de masse mobilisée. Et par exemple, si vous êtes en ski, il va se contenter de éventuellement légèrement boucher les traces de ski. Si vous êtes à pied, ça va combler les traces de pas. Les 2 modes de transport principaux que l'on étudie particulièrement dans le transport de neige par le vent, mais également dans le transport du sable, puisque les particules de neige transportées sont des lointaines voisines des grains de sable transportés sur les plages ou sur les dunes dans le désert, donc les 2 modes sont la saltation et la suspension turbulente. Donc commençons par voir la saltation. Donc la saltation, c'est le premier mode de transport que l'on observe lorsque les forces aérodynamiques sont supérieures aux forces de cohésion, c'est-à-dire lorsque le transport est initié. Donc les grains de neige, comme le montre cette photo prise par Kobayashi, donc il y a quelques années déjà, donc les grains de neige vont suivre en saltation des trajectoires de type balistique, c'est-à-dire qu'ils vont décoller avec un angle d'éjection qui est relativement fort et revenir impacter le manteau neigeux avec un angle de rebond plus faible. Et effectivement, les grains de neige, en venant impacter la surface du manteau neigeux, vont éventuellement rebondir et mettre en mouvement d'autres grains. Et il se forme ainsi une couche qu'on appelle la couche de saltation. La couche de saltation est relativement peu épaisse, entre 10 et 15 cm de haut. Et à l'intérieur, la taille des grains varie entre 0,1 et 0,25 mm. Et leur taille est fortement influencée par l'intensité du transport, puisque les grains de neige vont venir impacter la surface du manteau neigeux, vont éventuellement se briser, et donc leur taille va diminuer. Et on peut garder en tête que le transport de neige par le vent est un phénomène qui est non linéaire, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout simplement le flux de neige est proportionnel donc au cube de la vitesse, c'est-à-dire lorsqu'on double la vitesse du vent, on transporte 8 fois plus de neige. Donc pour illustrer un petit peu le phénomène de transport en saltation, donc là vous pouvez voir ici donc, du transport de neige en saltation donc, dans les Pyrénées. Donc avec une couche que j'avais qualifiée tout à l'heure de couche de saltation, et on ne voit pas de neige qui est transportée donc, au niveau des yeux et au niveau de la caméra. Donc c'est une couche vraiment qui se contente, c'est un tapis de particules qui est transporté à proximité de la surface. Et de ce tapis de particules, lorsque l'intensité de la turbulence est suffisamment forte, des grains de neige pourraient être projetés en direction de l'atmosphère. Et là on aborde le deuxième mode de transport, qui est le mode de transport en suspension. Donc en suspension turbulente, les grains de neige ne vont plus impacter donc la surface du manteau neigeux, il se trouve donc dans l'atmosphère libre. Donc là, des hauteurs qui peuvent varier, donc ça va atteindre 10, 100 mètres parfois, comme tout à l'heure la crête des Grandes Rousses. Et là, en suspension, donc les grains vont subir une compétition entre la diffusion turbulente qui va avoir tendance à les projeter vers le haut et la sédimentation qui va avoir tendance à les ramener vers le bas. Donc la sédimentation est liée au poids des particules, tout simplement. Donc si l'on regarde ce phénomène, donc c'est le transport sur une crête, donc comme on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est une crête pyrénéenne. Et donc la suspension peut transporter la neige sur de grandes distances. Cependant, si l'on regarde ici par exemple, sur cette zone de la crête, on a l'impression qu'on voit moins de neige. Alors cette impression, elle est liée à 2 effets. Tout d'abord, la neige tout simplement va se diluer dans l'atmosphère, sa concentration va diminuer, et au bout d'un moment, le nuage de neige transportée va disparaître. Mais il y a également un phénomène qui est à l'œuvre, qui est la sublimation. Et la sublimation va correspondre
au passage des grains de neige qui vont passer de l'état solide, donc morceaux de glace, à l'état vapeur d'eau. On va donc avoir une disparition de certains grains de neige, et ce phénomène de sublimation va limiter les distances de transport. Et va également réduire la quantité de neige qui va être déposée sur le versant sous le vent. Alors cette réduction est encore... l'ampleur de cette réduction, on a du mal à l'estimer. Elle est de l'ordre de 10% d'après certaines études donc de nos collègues suisses, mais c'est un effet qui est encore très mal connu à l'échelle d'un massif montagneux, et donc ça fait l'objet de plusieurs études, donc, et notamment dans le cadre de mon doctorat. Donc maintenant, je vous propose que maintenant que vous avez acquis quelques connaissances sur le transport de neige par le vent, je vous propose de regarder avec un œil différent l'épisode de transport sur lequel nous étions revenus tout à l'heure. Donc on est toujours au col du lac Blanc, vent de nord à 50 km/h le 18 mars. Et donc là, on va observer donc les phénomènes que j'avais mentionnés. Donc tout d'abord, le phénomène de saltation. Donc là, on le voit, enfin on le distingue à proximité de la surface. Là, on a de fortes concentrations de la neige. Et ensuite, le transport en suspension. Donc c'est toutes les bouffées de neige qui vont passer devant la caméra ou qui peuvent être très intenses, générées notamment ici par ce relief à l'arrière-plan. Et on note, donc toujours garder en tête que la surface du manteau neigeux est fortement influencée. Donc ça, c'est lié également donc, au rebond dont je vous avais parlé tout à l'heure et sur lesquels nous allons revenir. Donc maintenant, imaginons qu'un épisode de transport de neige par le vent a eu lieu et cherchons à voir les conséquences que cela a eu sur le manteau neigeux. Et notamment donc, en zone de montagne, les conséquences que ça a sur le risque avalanche. Donc tout d'abord, la neige est redistribuée. Elle va être érodée et va venir s'accumuler dans diverses zones. La localisation des zones d'érosion et de dépôt va être influencée par la direction et l'intensité du vent. Comme je vous l'ai montré en début d'exposé, cette direction et cette intensité sont fortement influencées par la topographie de surface. L'état de surface du manteau neigeux va également influer, puisque pour une vitesse de vent donnée et un état de manteau neigeux donné, il y aura transport ou non si la vitesse du vent est supérieure à la vitesse seuil de transport. On peut identifier deux types d'accumulation typiques. Donc, tout d'abord ici, sur l'image de gauche, le vent souffle de manière perpendiculaire à la crête, donc c'est-à-dire qu'il sort de votre écran en fait. Donc le versant sous le vent et le versant qu'on voit ici, et le versant au vent est situé de l'autre côté de l'écran. Et là donc, au niveau des zones où le vent va avoir tendance à ralentir, on va observer des zones de dépôt sous la crête. Un autre type d'accumulation qui est un petit peu moins connu, mais qui est néanmoins très dangereuse en zone de montagne, c'est une accumulation qu'on pourrait qualifier de transverse. À savoir un vent qui va souffler parallèlement à la crête, donc la crête est ici, le vent souffle dans cette direction, et chaque zone donc, de relief un petit peu plus haut, suivie de zones un petit peu plus basses, va s'accompagner de phénomènes d'érosion et de dépôts locaux. Et afin d'illustrer ces phénomènes, je vous propose maintenant de quitter le col du lac Blanc et la France, et d'aller voir ce que font nos collègues suisses sur un site qui s'appelle la Wannengrat, à proximité de Davos. Donc là, on est sur un site de haute montagne. Donc en bas à droite, l'altitude minimale est d'environ 2000 mètres. Et on culmine ici à environ 2600 mètres d'altitude. Et sur ce site, la hauteur de neige a été mesurée à l'aide d'un laser terrestre. Alors, j'ai montré volontairement ici cette image Google Earth pour que vous situiez un petit peu le relief qui va être montré ensuite sur une carte avec des lignes de niveau qui ne sont pas forcément faciles à lire. Donc vous avez ici un sommet principal avec un grand versant qui sera un versant sous le vent, à l'abri du vent. Vous avez ici une crête qui va être exposée au vent, puisque le vent va souffler de cette direction. Donc, si vous voyez le pointeur de ma souris, il va souffler dans cette direction. Ici, sur la Wannengrat, sur le sommet de la Wannengrat, ce versant-là sera un versant qui va subir l'accumulation transverse que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire un vent qui est plutôt perpendiculaire à la direction du versant. Et puis nous aurons de l'autre côté de la Wannengrat un versant qui est au vent. Donc cette image, c'est juste pour montrer situer un petit peu le contexte général. Et donc sur ce site, la hauteur de neige a été mesurée à l'aide d'un laser terrestre, et donc on a pu faire les collègues suisses ont pu étudier comment varie la neige à suite à un épisode de transport de neige par le vent. Alors si l'on regarde sur la gauche, tout d'abord, voici le champ de vent que l'on observe, plutôt que l'on simule à l'aide d'un modèle, parce que ça permet de connaître tout le champ de vent de manière spatiale. Donc sur le site de la Wannengrat. Donc le sommet de la Wannengrat est ici. Le grand versant que j'avais qualifié de versant sous le vent est ici. Et donc les flèches sur cette figure montrent la direction du vent, donc qui va commettre, comme tout à l'heure lors de la sortie de mes ONH, on voit que le vent est fortement influencé par le relief. Et l'intensité du vent, là cette fois-ci, est montrée par des flèches de différentes couleurs. Donc plus la couleur est chaude, plus on a des vitesses de vent importantes. Donc le vent vient du nord-ouest, et on va remarquer donc des accélérations au niveau des crêtes,
des vitesses de vent qui sont plus faibles donc, au niveau du versant sous le vent. Donc sur la Vanengrad, pareil, un versant au vent. Et puis un versant qui est soumis à une accumulation, à un vent qui est plutôt transverse. Et si maintenant, si l'on s'intéresse aux résultats qu'ont collectés les collègues suisses entre le 17 et le 29 mars, voilà la différence de hauteur de neige qui a été mesurée sur la Vanengrad. Alors, bon, elle n'est pas mesurée sur l'ensemble du domaine à cause d'effets d'ombre sur le fonctionnement du laser. Donc j'y reviendrai tout à l'heure puisqu'on a utilisé également cette technologie sur le col du lac Blanc. Donc la différence de hauteur de neige est indiquée. Donc pour les zones en rouge, donc je ne sais pas si on les voit très bien sur l'écran. Moi j'ai un petit peu du mal à les voir ici. Donc correspondent à des zones d'érosion. Et les zones avec des couleurs plutôt bleues vont correspondre à des zones d'accumulation. Donc entre le 17 et le 29 mars, on peut estimer qu'il a neigé 60 cm de neige qui sont tombés sur ce massif. La neige, plusieurs épisodes de nord-ouest se sont succédés et sous l'effet du vent, la neige a été redistribuée. Donc si l'on regarde pour l'instant d'abord les versants qui ont été au vent, on remarque qu'il n'y a quasiment pas d'accumulation de neige, voire même localement des zones d'érosion. Par contre, si l'on s'intéresse maintenant aux versants sous le vent, on remarque une accumulation qui est plutôt homogène et qui va être de l'ordre de 60 cm à 1 mètre. Et si l'on s'intéresse maintenant au versant qui subit une accumulation transverse, donc on remarque un petit peu donc, l'exemple que j'avais cité tout à l'heure avec des zones, une succession de zones d'érosion et de dépôt de la neige. Donc une zone d'érosion et une zone de dépôt qui vont être associées à la topographie locale sur ce versant de montagne. Alors il est intéressant de se focaliser un petit peu sur ce versant de montagne et de regarder comment la neige est redistribuée en fonction de la vitesse du vent. Donc là, j'ai pris 2 exemples. Donc l'un entre la différence de hauteur de neige entre le 22 janvier et le 14 janvier 2009 et entre le 27 mars et le 17 mars 2009. Donc la différence, dans les 2 cas, il a neigé environ 50 à 60 cm de neige entre ces 2 dates. À gauche, la neige est tombée avec un vent qui était relativement faible. Donc on remarque une accumulation de la neige qui est relativement homogène, de l'ordre de 20 à 50 cm, donc là on ne sait pas vraiment, mais donc, généralement lorsque la neige tombe, elle a tendance à se tasser, donc c'est plutôt cohérent. On a dit 50 cm, on retrouve entre 20 et 50 cm, donc on est cohérent. Et lorsque la Vanengrad est balayée par un vent de nord-ouest, donc qui vient plutôt ici, donc avec un versant au vent et un versant qui subit donc le vent de manière transverse, eh bien on retrouve donc cette forte érosion et cette succession au niveau du versant au vent, et ensuite cette succession de zones d'érosion et d'accumulation sur le versant qui subit une accumulation transverse. Donc on explique ici une première raison pour l'augmentation du risque avalanche, puisque la neige qui va être redistribuée va venir s'accumuler dans certains versants, elle va pouvoir générer des surcharges locales, et éventuellement, si on a trop de neige sur un versant et que la gravité et que les forces de cohésion ne sont pas suffisantes, la neige par gravité va descendre le versant. Mais ce qui explique vraiment le danger du phénomène de transport de neige par le vent lorsqu'on s'intéresse au risque avalanche, c'est que les accumulations s'accompagnent d'une évolution des grains de neige. En effet, ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est que le transport de neige par le vent se fait principalement en saltation. Les chocs répétés avec la surface vont donc entraîner une destruction des dendrites. Donc ici, j'ai pris un cristal de neige fraîche avec une structure typiquement dendritique. Et l'action du vent va avoir tendance à détruire ces grains de neige et à former donc des grains beaucoup plus petits qu'on appelle grains fins. Et ces grains ont une particularité, c'est qu'ils vont présenter une cohésion que l'on appelle cohésion de frittage. Donc c'est-à-dire entre 2 grains adjacents, donc là prenons des sphères pour simplifier le problème, il va apparaître des ponts de glace au niveau des jonctions entre les grains. Et ces ponts de glace vont générer une cohésion au sein de la couche de neige, au sein de l'accumulation de neige. Et cette cohésion sera d'autant plus grande que les grains sont petits. Donc d'autant plus grande que l'intensité du transport aura été élevée et que les grains auront été détruits par l'action à la fois de la saltation et un petit peu également de la sublimation qui va avoir tendance à réduire la taille des grains. Donc si l'on combine accumulation de neige et évolution de la forme des grains, on se retrouve avec la formation de structures qui sont assez connues par les gens qui font de la montagne et redoutées, à savoir des structures de plaques, ou plutôt de plaques à vent. Donc les plaques à vent vont se former dans les zones d'accumulation de la neige. Elles vont être des accumulations donc, de grains fins qui vont présenter une densité et une cohésion variables en fonction de l'intensité du transport. Et donc ici, vous avez sur ce graphique donc, une structure typique de plaque, donc, avec une couche ventée de neige, donc, qui était dans une zone d'accumulation, qui présente une cohésion de frittage avec des grains fins, et qui va reposer donc, sur une couche fragile.
Donc là, je vais pas revenir sur cette notion de couche fragile, pareil, on pourrait en faire de nombreuses conférences. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que au passage d'un skieur, par exemple, la couche fragile va pouvoir rompre, et c'est toute la structure de plaque qui présente une cohésion qui va partir en même temps, et donc on peut avoir donc tout un versant qui va se mettre en mouvement et éventuellement emporter le skieur. Mais cette structure de plaque peut également se déclencher si l'accumulation de la neige est suffisamment importante, donc c'est-à-dire une rupture sous son propre poids, et là on parle d'un déclenchement spontané de l'avalanche. Et 65% des accidents d'avalanche en hors-piste sont associés à un épisode de transport de neige par le vent. Donc lorsque l'on s'intéresse comme Météo France à la prévision du risque avalanche, il est très important de bien connaître le phénomène de transport de neige par le vent. Et c'est pour cela que le transport de la neige par le vent est étudié sur un site de haute montagne. Donc c'est le col du Lac Blanc, et là je vous propose maintenant de retourner dans les Alpes françaises et de voir un petit peu ce qu'on peut faire sur un site de haute montagne et comment on essaye d'aborder, d'approcher par l'observation, ensuite par la modélisation, le transport de la neige par le vent, pour in fine améliorer la prévision des avalanches. Donc le site du col du Lac Blanc se situe, pour ceux qui connaissent, à proximité de l'Alpe d'Huez, dans le massif des Grandes Rousses. Donc c'est un site expérimental de haute montagne à 2720 mètres d'altitude. Donc il est partagé entre les collègues de Météo France du Centre d'études de la neige et également les personnels du CEMAGREF. Et sur ce site, le transport de la neige par le vent est observé environ 10% du temps en hiver. Et c'est un site qui présente des particularités sympathiques puisqu'on le qualifie de soufflerie naturelle. Donc ça nous simplifie un petit peu la tâche. Puisqu'en effet, il présente une topographie un petit peu particulière. Donc vous avez ici ce que je montre sur la figure de droite, donc la structure de col au Lac Blanc. Et vous avez ici les roses des vents. Donc elles doivent apparaître elles sont petites sur mon écran, elles sont également petites sur le vôtre. Mais on voit que le vent est relativement canalisé, c'est-à-dire soit il souffle de nord, soit il souffle de sud au niveau du col du Lac Blanc. Et donc comme je disais, cette canalisation vient du fait qu'à gauche du col, donc à l'ouest, on a le dôme des Petites Rousses, donc qui va dominer le col d'environ une centaine de mètres. Et à l'est du col, on a la barrière des Grandes Rousses qui, elle, culmine à environ 3400 mètres, soit 700 mètres au-dessus du col. Donc si l'on regarde maintenant une vue générale du site du Lac Blanc, donc cette photo est prise depuis le dôme des Petites Rousses. Donc on voit ici la structure de col, donc le chalet ici où sont centralisées les données, etc. Le site expérimental se situe ici. Et vous avez la barrière des Grandes Rousses, et qui correspondait à la photo du début de ma présentation qui fumait le matin du 18 mars 2011. Donc ce site de mesure, en fait, est le cadre on effectue différents types de mesures là-bas. Donc tout d'abord, on a un suivi permanent du site avec des stations météo automatiques qui permettent de connaître les conditions météorologiques. C'est la vitesse du vent, c'est des paramètres relativement classiques, la vitesse du vent, les précipitations, la hauteur de neige qui nous intéresse bien sûr. Et puis on a également un suivi régulier de la hauteur de neige le long du col, donc en faisant un relevé de profil de hauteur de neige. Donc au niveau des deux versants du col qui vont être successivement en fonction de la direction du vent, soit un versant sous le vent, soit un versant au vent. Et puis également, on combine cette approche, on va dire routinière, à des campagnes de mesure intensives qui permettent de mieux documenter certains épisodes de transport de neige par le vent. Alors on cherche à connaître l'état de la neige avant les épisodes, puisque cet état de la neige va définir les vitesses seuil de transport. Pendant l'épisode en lui-même, on va s'intéresser aux quantités de neige qui sont transportées, la taille des particules également. Et après l'épisode, on cherche à étudier l'état de la neige, puisque les particules de neige ont été transformées sous l'action du transport. Et également, on cherche à suivre les changements de hauteur de neige, soit par les mesures de perche, soit à partir des mesures laser, et qui changent un petit peu la vie du scientifique qui étudie le transport de neige par le vent. Alors si on regarde les mesures pendant les transports, on essaye tout d'abord de connaître les masses de neige qui sont mobilisées. Alors pour cela, on utilise des méthodes qui sont relativement simples. On utilise ce qu'on appelle des filets à neige. Alors les filets à neige sont mis... Donc là, sur cette image, le vent vient de la gauche vers la droite, et les filets à neige vont capter les particules de neige à différents niveaux dans l'atmosphère. On les expose pendant une certaine durée, ces filets sont ensuite relevés, on pèse le filet, et on va connaître la masse qui a été collectée pendant une certaine durée. On peut en déduire des flux de particules. Donc ici, cette figure va illustrer les masses de neige qui ont été collectées, par exemple, le matin du 18 mars, pour différentes vitesses du vent. Donc ici, 17 mètres par seconde, 15 mètres par seconde et 14 mètres par seconde. Donc ça correspond environ à des vitesses de vent qui vont de 50 à 70 km/h. Donc comme vous l'aviez vu tout à l'heure sur l'image, sur le film, on avait l'impression que le transport de neige par le vent s'effectuait au moins au niveau du col très proche de la surface, et c'est confirmé par les mesures, puisque si on regarde, la plupart de la neige en fait est captée à moins d'1 mètre du sol, et on a des flux on peut avoir un facteur 100 entre les flux collectés à 25 cm et la neige que l'on retrouve à 2 mètres du sol.
Donc ces informations nous servent à comprendre un petit peu mieux comment la neige est diffusée sur la verticale. Et donc ce que je vous expliquais, il y a cette compétition entre sédimentation de la neige, entre sédimentation sous l'effet de la gravitation et diffusion verticale vers le haut. Pour connaître un petit peu mieux et caractériser les particules de neige, on utilise également des snow particle counters, donc qui sont des diodes laser, qui vont permettre tout simplement de compter les particules de neige qui passent au niveau de la diode laser. Et ces appareils permettent de déterminer la taille des particules, et qui est importante pour connaître non seulement la vitesse de chute des particules, mais également lorsqu'on s'intéresse à la sublimation. Donc ce matériel est déployé par les collègues du CEMAGREF en collaboration avec des Japonais. Et vous avez ici par exemple une illustration de la taille des particules de neige. Donc la taille des particules de neige est loin d'être monodisperse. Donc là, elle va de 45 microns à 300 microns, soit 0,3 mm. Et ce que je vous disais tout à l'heure, on a des tailles typiques qui sont de l'ordre de 50 à 150 micromètres. Donc voilà pour les mesures que l'on cherche à faire pendant les épisodes de transport. Et ensuite, on s'intéresse également donc, au suivi de la hauteur de neige. Alors le suivi de la hauteur de neige, on utilise la même technologie que nos collègues suisses. Donc à savoir, sur le site a été déployé l'an dernier un laser terrestre. Donc vous le voyez ici. Et ça permet de mesurer à distance les hauteurs de neige. Donc le laser terrestre va tout simplement va scanner le site expérimental et va nous produire un modèle numérique de terrain. Donc un modèle numérique de terrain, en fait, c'est la représentation 3D du relief de manière numérique. En faisant une acquisition avant et après un épisode de transport, et par différence des deux modèles numériques de terrain qui ont été générés, on va pouvoir identifier les zones d'érosion et de dépôt, donc comme l'ont pu le faire les collègues suisses sur l'exemple que je vous ai présenté tout à l'heure à la Vanengrat. Mais également, si l'on connaît le terrain nu, c'est-à-dire sans la neige et qu'on fait le même genre de scan en été, eh bien on peut mesurer des hauteurs de neige cette fois-ci. Pas seulement des différences de hauteur, mais des hauteurs de neige. Et là, je vous propose de regarder un petit peu la hauteur de neige qui est mesurée sur le site du col du Lac Blanc. Donc le 23 mars 2011 par exemple. Donc là, vous avez les courbes de niveau. Donc on regarde depuis le dôme des Petites Rousses, donc on est situé à l'ouest du site, c'est pas forcément évident. Donc si vous regardez les courbes de niveau, ici on a tendance à monter, et puis là on redescend, donc on a le passage du col. Et le chalet et le site expérimental qu'on voyait tout à l'heure sont ici. Et donc si l'on s'intéresse à la hauteur de neige, on remarque qu'elle va fortement varier, donc avec des accumulations qui peuvent atteindre 5 mètres par exemple ici, alors qu'au niveau du col, on sera compris entre 0 et 1 mètre de neige. Donc ces accumulations sont fortement liées au transport de neige par le vent, et généralement, ces fortes accumulations de neige sont associées à des ruptures de pente. Alors je pense que ce qui l'illustre très bien, c'est cette zone ici. Donc lorsque le vent souffle du nord au niveau du col du Lac Blanc, il balaye le col dans cette direction. Et là, on se retrouve dans les accumulations transverses que je vous avais mentionnées tout à l'heure. Donc cette zone-là va être soumise plutôt à de l'érosion. Donc on a de faibles accumulations en fin de saison, donc à la fin mars. Alors que dès qu'on a la rupture de pente, on va avoir de fortes accumulations, donc qui peuvent dépasser 5 mètres, alors qu'à quelques mètres, on va dire à une échelle de 50 mètres environ, on se retrouve à des hauteurs de neige qui sont entre 0 et 1 mètre. Et donc ces mesures-là vont nous permettre de comparer aux sorties de nos modèles, et puisque toutes les observations qui sont faites au col du Lac Blanc, in fine, servent tout d'abord à mieux connaître le phénomène, et ensuite à alimenter donc l'effort de modélisation qui est fait par Météo France, pour améliorer la connaissance du phénomène et améliorer la prévision des avalanches. Donc on peut commencer par une approche relativement simple du phénomène, qui est une modélisation 1D. Donc cette modélisation a été développée sur le site du col du Lac Blanc, donc en regardant les deux versants, le versant au vent et le versant sous le vent. Et le modèle qui a été développé, en fait, fonctionne sur le principe d'une crête idéalisée. Donc c'est un petit peu le principe de la crête que je vous ai montré tout à l'heure, la crête de nos collègues suisses. Donc c'est une crête relativement simple, triangulaire, et qui va identifier un versant au vent et le versant sous le vent, et qui simule le manteau neigeux de part et d'autre de cette crête. Lorsqu'il souffle, une partie de la neige va être érodée au niveau du versant sous le vent et va venir s'accumuler au niveau du versant... Pardon. Même si... Il faut me corriger, maintenant vous avez compris. Donc je reprends. Donc on représente le manteau neigeux de part et d'autre de la crête. En fonction de la direction du vent, on va identifier un versant qui est un versant au vent et un versant qui est un versant sous le vent. Et on va venir éroder une certaine quantité de neige, donc qui va dépendre de la vitesse du vent, de l'état de surface du manteau neigeux. Et cette neige va venir s'accumuler. Entre-temps, une perte par sublimation est calculée, et la neige qui va être érodée
va se transformer en cours de transport et va être légèrement transformé donc en direction du grain fin lorsqu'on va l'accumuler sur l'autre versant. Donc ce type de modélisation est une modélisation relativement simple, mais qui permet donc directement d'être intégré donc dans la prévision opérationnelle des avalanches, et ça, c'est un transfert qui va se faire prochainement. Donc lors de l'hiver 2012, la bascule sera faite et on aura donc une chaîne de préavis avalanche qui va intégrer explicitement le phénomène de transport de neige par le vent. Alors on peut s'intéresser maintenant à d'autres modélisations, puisqu'on a bien vu que le transport de neige par le vent est un phénomène qui est quand même purement tridimensionnel, et que la topographie réelle influe fortement sur le mécanisme de transport. Donc là, c'est là que j'interviens, puisque mon travail de thèse porte sur justement la modélisation 3D de ce transport de neige par le vent. Et dans le cadre de ma thèse, je développe un système de simulation qui est couplé. Alors cette image, ce graphique, ça résume un petit peu le modèle. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, il faudra venir à ma soutenance de thèse l'an prochain, en décembre 2012. Schématiquement, le modèle intègre le schéma de transport intègre deux composantes. Donc un modèle détaillé de manteau neigeux, qui est le modèle Crocus, qui lui va nous permettre de connaître l'état de surface du manteau neigeux. Et donc qui dit état de surface va nous donner notamment les vitesses seuil de transport. Et au-dessus de la neige, on utilise le modèle atmosphérique à haute résolution méso-NH, dont je vous ai déjà présenté certaines sorties, notamment le champ de vent sur le massif des Grandes Rousses. Et lorsque l'on combine les deux et qu'on fait souffler, on arrive à redistribuer la neige. Alors je vais vous montrer ce que ça donne, sur le site des Grandes Rousses notamment. Donc il faut que je fasse une petite manip. Donc on va s'intéresser toujours à l'épisode du 18 mars, c'est un petit peu notre fil rouge. Et on va regarder un petit peu comment la hauteur de neige va changer au cours de l'épisode de transport. Donc sur cette image, là, vous voyez la hauteur de neige telle qu'est simulée au début de l'épisode de transport par le modèle. Donc on est sur le massif des Grandes Rousses. Au niveau des zones de faible altitude, on n'a pas de neige. Et puis au niveau des sommets des Grandes Rousses, on va avoir environ des accumulations qui peuvent atteindre 2,50 m. Alors bien sûr, le phénomène de transport de neige par le vent là n'a pas été représenté. Donc toutes les micro-accumulations, l'hétérogénéité spatiale qu'on a pu voir sur le site du col du Lac Blanc, donc pour votre information, le col du Lac Blanc se situe ici, n'est pas représenté dans le modèle. On représente néanmoins des contrastes que l'on observe souvent en zone de montagne. Par exemple, vous avez une vallée ici qui est orientée de l'ouest en direction de l'est. Donc vous avez un beau versant sud qui est plutôt tendance à être déneigé, alors qu'en face, vous avez un versant nord qui lui est plutôt un versant froid et qui est très enneigé. Alors si maintenant on étudie un petit peu le transport de la neige par le vent, donc je commence par retracer ici le champ de vent, donc qui est le champ de vent qui est similaire à ce que vous avez présenté tout à l'heure, donc avec des accélérations au niveau des crêtes, et puis donc des zones de recirculation et des zones de vent plus faibles au niveau du versant sous le vent. Et après par exemple 1 heure de simulation, on peut s'intéresser aux quantités de neige qui ont été redistribuées sous l'effet du vent. Pardon, je me suis raté. Voilà, donc là vous allez voir les différences de hauteur de neige qui ont été simulées par le modèle. Donc les zones en rouge montrent les zones d'accumulation et les zones en bleu vont montrer les zones d'érosion. Donc on peut s'intéresser à la crête que je vous avais mentionnée tout à l'heure, donc cette crête qui était le siège de vent relativement fort. Et donc elle va montrer une des zones d'érosion et des zones d'accumulation. Et ces zones d'accumulation se situent à proximité du passage de la crête. Donc si l'on regarde donc depuis le sud, on voit une zone d'accumulation qui va se former à proximité du passage sous la crête. Il est également intéressant de noter que le modèle va simuler les accumulations de type transverse. Donc là, on se promène un petit peu. Et notamment ce versant, donc qui est exposé, qui est balayé par un vent qui est plutôt latéral, et qui va montrer une succession de zones d'érosion et d'accumulation au niveau des versants transverses. Donc voilà le genre de résultats qu'on peut obtenir avec un modèle tridimensionnel. Donc ça, c'est encore en cours de développement, et la validation de ce modèle se fera par des simulations à plus haute résolution, et qui permettront et nous utiliserons les données du laser terrestre en comparaison pour voir si notre modèle est plutôt dans les clous, ou si on a de belles animations, mais qui sont loin de la réalité. Bon, en 3 ans, on devrait arriver à quelque chose d'assez proche de la réalité. Donc si on revient maintenant à cette présentation, je vais terminer par les années à venir et
comment est-ce qu'on voit le futur du transport de neige par le vent. Donc il y en aura toujours en zone de montagne. Il y aura peut-être moins de neige, mais il y aura toujours de la neige fraîche transportable lorsque le vent est suffisamment fort. Et au niveau des observations, on ira certainement vers une extension des mesures pour passer de l'échelle du col du Lac Blanc, donc qui est vraiment un site expérimental et une mesure ponctuelle, vers l'échelle du massif montagneux, où là il est intéressant de regarder les conséquences en termes de risque avalanche. Donc le laser terrestre constitue un développement une avancée qui est en termes d'observation qui est très importante. Donc ça s'est développé au cours des 5 dernières années. Et il faudra également étudier donc, les apports de la télédétection, par exemple. Donc comment le satellite peut nous informer sur la hauteur de neige, donc à plus large échelle, et voir si après un épisode de transport de neige par le vent, on peut détecter des différences de hauteur de neige. Et puis l'exploitation du col du Lac Blanc va se poursuivre. Et puis alors en termes de modélisation, si on regarde demain, eh bien ce que je vous disais, il y aura un transfert vers la chaîne opérationnelle des avalanches. Il y a également l'intégration dans un modèle atmosphérique du transport de neige par le vent. Donc là, on va pouvoir faire des études relativement fines, des interactions entre la neige et l'atmosphère en zone de relief. Donc c'est pas demain que mes ONH servira à faire de la prévision opérationnelle du risque avalanche, mais on va pouvoir répondre à des questions qui sont par exemple quelle quantité de neige on perd par sublimation, et puis comment la neige est redistribuée lorsqu'on a également de la précipitation, c'est-à-dire comment la neige est redistribuée lorsqu'on a une chute de neige en cours et que le vent est également actif. Donc là, on a à la fois la chute de neige qui est redistribuée, la neige en surface qui est reprise par le vent. Donc on va pouvoir répondre à ces questions. Et puis dans un futur plus lointain, Météo France et le Centre d'études de la neige tendent tout de même vers une prise en compte du relief réel dans la chaîne de prévision opérationnelle des avalanches, et là qui permettra de mieux inclure le transport de neige par le vent. Donc j'en ai fini avec ma présentation. Donc je vous ai parlé de transport de neige par le vent à l'échelle du grain. Donc, mais c'est même un phénomène qui est visible depuis l'espace. Alors là, pour terminer, on voit un épisode de transport de neige par le vent qui a été observé par les astronautes à bord de l'ISS, la station internationale. Vous avez le transport sur la montagne la plus célèbre du monde, sur l'Everest, avec un beau nuage de neige soufflée. Donc il est beaucoup plus important que celui que vous avez pu voir sur le massif des Grandes Rousses. Il s'étend sur environ 15 à 20 km de long, une hauteur qui varie qui est estimée entre 500 et 1 km, et vous avez même ici un petit peu de transport sur le Makalu. Donc voilà, le transport neige par le vent est visible sur toutes les montagnes du monde, et donc en particulier et notamment en Himalaya. Et je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions.